Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Histoire vraie de crime. Aujourd'hui, je vous propose de plonger dans une affaire particulièrement bouleversante qui s'est déroulée en 2021 dans la petite ville de Greenvale, au nord-ouest de l'État de l'Oregon. D'apparence tranquille, Greenvale s'étend au milieu de longues rangées de pins et de paysages, souvent enveloppés de brouillard et de pluie. Personne n'aurait imaginé qu'un conflit familial d'une telle intensité puisse se dérouler derrière ces façades sobres et ces rues paisibles. L'histoire dont je vais vous parler s'articule autour d'une jeune femme nommée Mary Johnson, âgée de 22 ans. Elle vient tout juste de découvrir qu'elle a été adoptée, et ce choc l'a poussée à entreprendre une quête fébrile pour retrouver sa mère biologique, Susan Gray, quadragénaire établie à Greenvale depuis quelques années. Au fil des jours, cette révélation a créé un véritable séisme dans la vie de Mary, tout autant qu'elle a secoué les certitudes de toute la communauté. Si vous trouvez ce récit déjà captivant, je vous invite à aimer la vidéo et à vous abonner à la chaîne. J'en serai sincèrement reconnaissante. L'histoire débute donc lorsque Mary, encore sous le choc de sa découverte, traverse une période de remise en question. Elle a grandi auprès de parents adoptifs aimants, que nous appellerons simplement le couple Johnson, composé d'une femme maternelle et discrète et d'un homme plus réservé mais protecteur. Pendant toute son enfance, ils lui ont offert un environnement stable, un foyer confortable et une affection sincère. Mary, grande et élancée, connue pour ses longs cheveux bruns généralement attachés en queue de cheval, s'était toujours sentie en sécurité avec eux. Elle ne se doutait pas une seule seconde qu'ils n'étaient à pas ses parents biologiques. C'est au détour d'un courrier administratif qu'elle a découvert la vérité. Son acte de naissance comportait des incohérences et, plus encore, la date officielle d'enregistrement ne correspondait pas à la date de naissance qu'elle avait toujours célébrée. Le choc fut tel qu'elle en perdit le sommeil plusieurs nuits d'affilée. Incapable de contenir son angoisse, elle exigea des explications. D'abord interloquée, ses parents adoptifs lui confièrent finalement les faits. Ils l'avaient adoptée en toute légalité peu après sa naissance et n'avaient jamais osé briser le secret de peur de la blesser. Mary, en proie à une colère qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant, se sentit trahie. Son premier réflexe fut d'en vouloir au couple Johnson de lui avoir caché la vérité. Toutefois, dans un second temps, elle réalisa que sa fureur était tout aussi dirigée vers cet inconnu qui, un jour, lui avait donné la vie pour ensuite disparaître totalement de son existence. Elle voulut savoir qui était cette femme, pourquoi l'avait-elle abandonnée, dans quelles circonstances et où se trouvait-elle à présent. Les parents adoptifs de Mary ne disposaient que de rares informations, un prénom, un nom, quelques éléments approximatifs liés à des démarches administratives, ainsi que la rumeur selon laquelle la mère biologique avait quitté l'État d'origine peu de temps après la naissance de sa fille. Déterminée à lever le voile sur ce passé trouble, Mary se mit à consulter des registres, à fouiller sur les réseaux sociaux et à passer des coups de téléphone. Après plusieurs semaines de recherches intenses, elle finit par localiser l'adresse la plus récente de Susan Gray dans la petite localité de Greenvale. Sans la moindre hésitation, elle sauta dans sa voiture, une berline modeste mais fiable, et entreprit un long voyage pour confronter cette étrangère qui était, techniquement, sa mère. Greenvale, avec ses rues calmes et sa communauté solidaire, était le genre d'endroit où chacun connaissait vaguement le nom de l'autre, au moins de vue, et où les potins circulaient à petite échelle sans jamais prendre l'ampleur des grandes villes. Mary arriva un matin de septembre, sous une pluie fine et persistante, et repéra la demeure de Susan Gray. Une maison discrète, avec un petit jardin avant aux géraniums fleuris et une barrière blanche mal repeinte, qui laissait deviner des travaux en cours ou un certain désintérêt pour l'entretien. Avant de frapper à la porte,
Mary se rendit d'abord dans le centre-ville, où une poignée de boutiques bordait une rue principale. Elle s'arrêta dans une petite librairie-café pour se donner le temps de souffler et de calmer les battements de son cœur. À la table voisine, 2 habitants discutaient de la nouvelle résidente, installée depuis quelques années seulement, une quadragénaire blonde avec un style un peu sophistiqué, qui n'avait pas vraiment noué de lien profond avec la communauté, mais qui était, somme toute, polie et réservée. Mary n'eut pas de mal à comprendre qu'il pouvait s'agir de Suzanne. Elle ne se souvenait pas avoir déjà croisé cette femme, et se sentait soudainement envahie d'émotions contradictoires, la curiosité, l'angoisse, la rage et, en même temps, un faible espoir de trouver dans cette rencontre une forme de réconciliation avec elle-même. Le lendemain, Mary finit par apercevoir la personne qu'elle supposait être Suzanne sortir d'une supérette. Véritable décharge d'adrénaline, c'était elle, l'inconnue qu'elle cherchait. De taille moyenne, les cheveux blonds et légèrement grisonnants, parfaitement coiffée, portant un tailleur strict et un sac à main élégant, elle affichait un visage à la fois froid et charismatique. La jeune femme s'approcha nerveusement, s'annonçant d'une voix étranglée, expliquant qui elle était et comment elle avait découvert sa véritable identité. Sous le choc, Suzanne ne sut d'abord que dire. Une tension électrique s'installa immédiatement entre elles. Les premiers échanges furent maladroits, ponctués de silences embarrassés. Suzanne proposa, d'une voix hésitante, de continuer la discussion dans une petite cafétéria voisine. Cette conversation, qui débuta dans un calme relatif, bascula vite dans l'hostilité dès lors que Mary aborda les raisons de son abandon. Suzanne se borna à donner des réponses évasives. Elle laissait entendre que c'était une situation complexe, qu'elle-même avait été sous une pression énorme. Mary, frustrée, la pressa de questions de plus en plus dures, et Suzanne, sur la défensive, se raidit davantage encore. La confrontation se termina dans le parking attenant au café. Mary, à bout, vociféra quelques menaces voilées, et Suzanne lui cria de s'éloigner. Plusieurs témoins racontèrent plus tard avoir senti toute la colère contenue dans la voix de la jeune femme et la panique grandissante dans les yeux de la quadragénaire. Les jours suivants virent Mary se poster régulièrement à des endroits où Suzanne avait ses habitudes, près de son domicile, de son lieu de travail présumé, et à la sortie de la supérette du coin. Un climat de méfiance et d'anxiété s'installa. Les habitants, peu habitués à ce genre d'intrigue, épiaient ces allées et venues. Selon certains commerçants, Suzanne semblait nerveuse, comme si elle redoutait qu'on l'observe, et passait de plus en plus de coups de téléphone, vraisemblablement pour vérifier la sécurité de sa demeure. Mary, de son côté, oscillait entre la rage de ne pas obtenir de réponse claire et la tristesse de se sentir rejetée par cette femme qui incarnait pourtant tant de mystères sur ses propres origines. Plusieurs appels anonymes parvinrent également sur le téléphone de Suzanne à des heures indues. En réalité, tous ne provenaient pas de Mary. Il y en eut quelques-uns qu'elle ne reconnut pas, émis depuis des numéros masqués. Le hasard voulut que Suzanne, un jour, s'en ouvrit à la gérante de la cafétéria, inquiète, chuchotant qu'elle craignait pour sa sécurité. Elle évoqua un passé compliqué, des dettes, et un individu dont elle ne pouvait révéler l'identité, un homme qui l'avait contrainte, il y a longtemps, à commettre des actes dont elle avait honte. Un soir, la pluie tombait drue et le vent s'engouffrait dans les ruelles humides de Greenvale. C'est ce soir-là que le drame survint. Suzanne fut retrouvée inconsciente chez elle, avec une blessure sérieuse à la tête, probablement causée par un objet contondant. La porte d'entrée, visiblement forcée, laissait penser à une effraction. Un voisin, intrigué par un bruit sourd, avait accouru. Il découvrit la victime gisant dans son salon faiblement éclairé et un désordre certain dans la pièce. Du verre brisé, un fauteuil renversé, comme s'il y avait eu une lutte. Les secours arrivèrent, suivis de près par la police locale. Dans la panique, certains habitants qui avaient assisté,
aux précédentes altercations, affirmèrent que Mary était la coupable toute désignée. Après tout, le conflit entre elle et Suzanne n'était un secret pour personne, et beaucoup l'avaient vue rôder autour de la maison. Les enquêteurs se mirent à collecter des indices, interrogeant les voisins, examinant les traces d'empreintes et relevant divers échantillons qui devaient être envoyés en laboratoire. Les officiels prirent des photos de la scène, inspectèrent chaque recoin, à la recherche de l'arme du crime. Il régnait dans cette demeure un silence pesant, seulement brisé par le clignotement d'une ampoule défaillante et par le clapotis de la pluie contre les vitres. Le responsable de l'enquête principale, un lieutenant connu pour son professionnalisme rigoureux et son absence totale de partialité, s'entoura d'un sergent plus expérimenté et d'une technicienne de la police scientifique douée pour les analyses de fibres et d'ADN. Il fallait agir vite. La victime, transportée d'urgence à l'hôpital, se trouvait dans un état critique. Les premières constatations laissaient supposer qu'elle avait été surprise dans la soirée, possiblement qu'elle avait ouvert la porte à quelqu'un avant d'essayer de résister. Plus intriguant encore, on retrouva des traces de pas distinctes autour de la porte et près d'une fenêtre derrière la maison. Il se pourrait très bien qu'il y ait eu un complice, ou qu'un second individu ait tenté de s'introduire par l'arrière. Néanmoins, ces indices restaient partiels et incertains. Les enquêteurs entamèrent dans la foulée une série d'interrogatoires. Mary fut évidemment convoquée la première. Lors de son entretien avec la police, la jeune femme apparut fébrile et déterminée à prouver son innocence. Elle expliqua s'être rendue dans l'après-midi dans une librairie pour consulter quelques documents sur les adoptions passées et prétendit qu'au moment de l'agression, elle se trouvait en train de discuter avec une serveuse dans une autre cafétéria de la ville. Plusieurs témoins semblaient aussi pouvoir corroborer ses dires. Toutefois, les horaires exacts demeuraient flous. Comme son propre comportement envers Suzanne avait été plus qu'hostile, la police émit immédiatement l'hypothèse d'un règlement de compte. Poussée par la rage et l'amertume, Mary aurait pu menacer puis passer à l'acte. En parallèle, la jeune femme, ulcérée, affirmait que quelqu'un d'autre, lié au sombre passé de Suzanne, devait être l'agresseur, une personne sans doute plus dangereuse qu'on ne l'imaginait. Les officiers, circonspects, décidèrent de la garder sous surveillance. Au cours des semaines suivantes, la psychose grandit à Greenville. Les rumeurs fusaient, certains habitants parlaient de dettes, d'autres de chantage, d'autres encore de secrets concernant la naissance de Mary. Plusieurs indices troublants surgirent. Dans les registres hospitaliers, aucune trace officielle n'indiquait que Suzanne avait accouché à la maternité où elle prétendait s'être rendue il y a plus de 20 ans. Les dates ne coïncidaient pas. Les infirmières de l'époque interrogées ne se souvenaient pas d'elle. Des dossiers administratifs manquaient ou étaient incomplets. Les policiers tentèrent de démêler le vrai du faux. Se pouvait-il que Suzanne ait menti sur la date et le lieu de la naissance de Mary? Et si oui, pourquoi une telle dissimulation? Les adoptants, le couple Johnson, fournirent leurs propres documents, démontrant qu'ils avaient effectué l'adoption par le biais d'une agence officielle. Mais il subsistait un vide. Cette agence n'exerçait plus, et ses anciens responsables semblaient introuvables. Les enquêteurs comprirent vite que des pièces capitales manquaient pour reconstituer la chronologie exacte. Pendant ce temps, Susan restait plongée dans un coma artificiel, maintenue en vie à l'hôpital local. La petite équipe médicale se montrait prudente quant à ses chances de rétablissement rapide, et la ville retenait son souffle. Les rares amis de la victime, rencontrés à Greenville, vinrent témoigner de son comportement avant l'agression. Elle paraissait angoissée, surveillait constamment les alentours, jetait des regards craintifs dès qu'une voiture un peu trop familière passait dans la rue. Certains collègues rapportèrent des confidences fragmentaires. Elle aurait subi, des années auparavant, des pressions.
À l'époque, elle fréquentait un homme au passé douteux, impliqué dans des affaires louches qui allèrent de la falsification de documents à des menaces envers des proches. Cet homme n'avait jamais été officiellement condamné, faute de preuves. Les bruits de couloir laissaient entendre que c'était lui, en réalité, le père biologique de Mary. S'agissait-il du véritable agresseur? L'hypothèse était envisagée, mais la police ne disposait d'aucune piste concrète pour l'identifier. Mary, interrogée à ce sujet, reconnut que cette révélation n'aurait fait que démultiplier sa colère envers Suzanne. Pourtant, elle maintenait qu'elle n'était pas à l'origine de l'agression. C'est dans ce climat électrique que survint un événement inattendu. Un voisin, tard le soir, repéra une silhouette rôdant autour de la maison de Suzanne, lampe de poche à la main, tentant, semble-t-il, de récupérer un objet resté sur place. Alerté, le voisin appela la police, mais la silhouette s'éclipsa aussitôt. Les agents retrouvèrent cependant des traces de pas et, plus loin, un sac plastique contenant d'anciens papiers portant le nom de Suzanne. Ces documents, soigneusement pliés, évoquaient d'anciennes dettes et des menaces de divulgation d'informations personnelles pour un montant d'argent considérable. L'expression « des dettes qui se paient toujours avec intérêt » y figurait, écrite à la main, et un courriel imprimé mentionnait un expéditeur anonyme exigeant le versement immédiat d'une somme sous peine de représailles. Ces éléments renforcèrent la conviction d'une partie de la police que le mobile de l'agression n'était pas simplement la rancœur d'une fille abandonnée, mais qu'il était question de chantage, voire de vengeance liée à un passé criminel. Cela n'empêcha pas le procureur, pressé de montrer que la justice avançait, de faire arrêter Mary et de l'inculper officiellement pour coups et blessures volontaires ayant entraîné un état critique. Il soutenait que la jeune femme, incapable de gérer sa colère, avait franchi la limite en se rendant chez Suzanne pour exiger des réponses, et qu'elle l'avait attaquée avec un objet contondant lorsqu'une dispute avait éclaté. Pendant les préparatifs du procès, la défense de Mary insista sur la nécessité d'expertiser les nouveaux indices, de recouper les témoignages et surtout de réaliser une confrontation plus complète des relevés téléphoniques. La jeune femme clamait qu'elle n'était pas présente chez Suzanne au moment des faits, invoquant plusieurs témoignages qui la plaçaient ailleurs, même si certains détails d'horaire restaient discutables. Au fil des jours, des expertises en laboratoire éclaircirent peu à peu la situation. L'analyse des empreintes dans le salon de Suzanne ne correspondait pas uniquement à celle de Mary. D'autres traces, plus grandes, semblaient prouver qu'un homme s'était tenu à cet endroit, et ces empreintes se retrouvaient étrangement près de la fenêtre, là où la police suspectait une tentative d'effraction ou de fuite. Le dossier s'approchait d'un tournant lorsqu'un employé de la compagnie téléphonique locale fournit des listings d'appels anonymes reçus par Suzanne. Plusieurs d'entre eux, que la police attribuait initialement à Mary, émanaient en réalité d'un numéro prépayé que l'on retrouvait dans des affaires criminelles anciennes dans un État voisin. Les enquêteurs, creusant davantage, réalisèrent que cet abonné prépayé avait été lié à un certain individu qui, quelques années auparavant, avait été soupçonné de chantage et d'extorsion, sans jamais être inculpé faute de preuves suffisantes. La technique d'observation porta ses fruits. Un soir, l'homme en question revint dans les environs de Greenvale et la police l'arrêta en flagrant délit de violation de propriété alors qu'il tentait de s'introduire dans le garage de Suzanne pour, semble-t-il, récupérer ou détruire d'autres pièces compromettantes. Placé en garde à vue, il demeura silencieux, mais plusieurs éléments matériels conduisirent le lieutenant chargé de l'enquête à penser qu'il s'agissait du véritable agresseur. On découvrit dans son véhicule un objet métallique présentant des traces de sang séché, en attente d'analyse supplémentaire, ainsi que des documents mentionnant explicitement le nom de Suzanne. Soudain, le procureur dut admettre que la culpabilité de Mary n'était pas si évidente. C'est alors que, contre toute attente, Suzanne sortit de son coma artificiel, 2 jours plus tard.
Encore faible et confuse, elle parvint à murmurer quelques bribes de souvenirs de la nuit de l'agression. Selon son témoignage, elle avait d'abord cru, en entendant des bruits à la porte, que Mary tentait de s'introduire de force, car elle avait entrevu de longs cheveux. Elle se souvenait d'avoir crié un avertissement, disant qu'elle ne céderait pas au chantage et que tout était déjà arrangé. Puis, brusquement, un individu cagoulé avait enfoncé la porte et l'avait attaquée en l'invectivant. « Les dettes, ça se paie avec des intérêts !» Suzanne n'avait pas reconnu la voix. Elle était agressive, grondante, méconnaissable. Pendant l'altercation, elle avait à peine eu le temps de saisir un vase pour se défendre, mais le coup à la tête avait été si violent qu'elle avait perdu connaissance presque immédiatement. Suzanne déclara expressément qu'elle n'avait aucune certitude de l'identité de son agresseur, mais que cette attaque lui rappelait des menaces qu'elle avait reçues auparavant, bien avant que Mary ne vienne frapper à sa porte. La police confronta l'homme récemment arrêté à ces déclarations. Face aux preuves accablantes, l'objet trouvé dans sa voiture, les relevés téléphoniques, les documents compromettants, il finit par avouer partiellement qu'il connaissait Suzanne depuis longtemps et qu'il comptait extorquer de l'argent à la fois à elle et à un tiers. Au sujet du tiers, il resta plus évasif, laissant entendre qu'une autre personne, peut-être liée au père de Mary, était impliquée. Toutefois, l'essentiel pour les enquêteurs fut de confirmer que c'était bien lui qui avait agressé Suzanne ce soir-là, cherchant à lui soutirer de l'argent. Le procureur, contraint de reconnaître l'erreur, abandonna les charges contre Mary et la fit relâcher. Cette libération fut un soulagement pour la jeune femme, mais elle ne résolut pas la plaie béante que cette affaire avait ouverte. Désormais, Mary savait que sa mère biologique avait vécu dans la peur pendant des années, sous la pression de dettes et de secrets qui n'avaient jamais été partagés. Suzanne, de son côté, dut se remettre non seulement de son traumatisme physique, mais aussi de l'idée que ce passé dont elle avait tenté de s'extraire venait de la rattraper de la pire des manières. Le procès de l'homme incriminé s'ouvrit quelques mois plus tard, dans le tribunal local de Greenvale, transformant cette ville, ordinairement tranquille, en foyer d'agitation. Les avocats de la défense tentèrent de plaider que leur client n'avait jamais eu l'intention de blesser grièvement Suzanne, qu'il cherchait uniquement à lui faire peur pour obtenir un règlement financier. L'accusation, soutenue par le procureur, argumenta qu'il y avait eu préméditation, usage d'une arme contondante et entrée par effraction, ainsi qu'un lourd historique de menaces et de harcèlement. Les témoignages de plusieurs policiers et de la voisine qui avait découvert Suzanne eurent un impact considérable sur le jury. La victime elle-même comparut, toujours traumatisée, décrivant la violence de l'agression. Mary, appelée à la barre en tant que témoin de moralité, expliqua toute la colère qui l'avait animée à l'égard de Suzanne, mais précisa n'avoir jamais eu l'intention de lui faire du mal. Au contraire, elle déclara qu'elle cherchait seulement des réponses sur ses origines. Son émotion fut palpable lorsque la procureure lui demanda ce qu'elle ressentait à présent, sachant que sa mère biologique l'avait abandonnée pour la protéger d'un entourage dangereux. Mary répondit qu'elle se sentait coupable de l'avoir jugée si vite, sans imaginer la complexité de cette histoire. Plusieurs membres du public, bouleversés, essuyèrent une larme. Le verdict ne se fit pas attendre. L'homme cagoulé, dont l'identité et le passé criminel furent étalés au grand jour, fut déclaré coupable de tentative d'homicide volontaire et de chantage aggravé. La Cour le condamna à une peine de prison ferme, assortie d'une obligation de restitution des sommes extorquées à d'autres victimes. À l'énoncé de la sentence, il ne montra aucune émotion particulière, mais un discret ricanement filtré par les lèvres souligna son dédain. Il murmura même quelques mots sinistres, promettant que la vérité n'était pas entièrement révélée et qu'il y avait d'autres personnes mêlées à cette histoire, dont le père de Mary. Ces allusions,
qui évoquaient la possibilité d'un réseau plus vaste, sonnèrent comme une menace à peine voilée. Toutefois, les enquêteurs ne trouvèrent rien de suffisamment solide pour ouvrir un nouveau dossier. L'homme se murait dans le silence dès qu'on l'interrogeait sur le sujet. Quant au père de Mary, il semblait avoir disparu dans la nature. La décision du tribunal, tout en assurant une forme de justice, n'effaça pas les stigmates laissés par l'affaire. Suzanne, après une longue convalescence, s'isola davantage. Bien que remise physiquement, elle demeurait en proie à des cauchemars et à une certaine culpabilité. Elle avoua à un proche qu'elle avait été contrainte, à une époque, de donner sa fille à l'adoption, pour la préserver d'un climat de violence et de criminalité que le père de l'enfant entretenait. Craignant pour la vie de la petite, elle avait accepté le marché que lui proposait un intermédiaire, en toute discrétion, d'où l'absence de registre fiable sur l'accouchement. Malheureusement, ces liens ténébreux la rattrapèrent bien des années plus tard. Mary, de son côté, s'installa quelque temps chez ses parents adoptifs, le couple Johnson, pour panser ses plaies intérieures. Elle confia à son entourage qu'elle ne savait plus comment se comporter envers Suzanne. La colère s'était dissipée, mais une tristesse profonde demeurait. Elle avait idéalisé cette rencontre, imaginant des retrouvailles moins dramatiques. Confrontée à la réalité, elle découvrait qu'il n'y avait ni coupable simple, ni innocence absolue. Dans cette affaire, chaque décision prise par Suzanne avait été teintée de peur et de contrainte, autant que d'un désir de bien faire. Les semaines passant, la presse locale s'empara brièvement de l'histoire, la présentant comme un exemple d'imbroglio familial et criminel. Les journalistes évoquaient les zones d'ombre autour de la naissance de Mary, l'implication hypothétique du père et de ses anciens complices, la précarité d'un système d'adoption parfois peu transparent. Pour la jeune femme, ce déballage médiatique avait un goût amer. Elle se sentait exposée, mise à nu. Elle n'avait jamais cherché la gloire, seulement la vérité sur sa propre identité. Des habitants s'interrogèrent aussi sur la place qu'occuperait désormais Mary à Greenvale. Restait-elle la fille adoptée qui avait semé le trouble, ou lui reconnaîtrait-on la légitimité d'une personne en quête de réponses légitimes? De plus, certaines personnes extérieures furent choquées par les détails du drame et adressèrent des lettres de soutien. D'autres, au contraire, virent en elle la cause initiale de ce chaos. Au niveau judiciaire, l'affaire principale fut donc classée. L'auteur de l'agression était arrêté et condamné. L'enquête sur la disparition du père resta toutefois ouverte sur le plan technique, mais sans aucun indice concret, elle n'avança plus. Certains officiers soupçonnaient qu'il s'était volatilisé, craignant les représailles de son ancien complice, ou cherchant à se protéger d'éventuelles poursuites liées à d'autres méfaits. Il laissait derrière lui de multiples questions. Pourquoi avait-il imposé cette adoption dans l'ombre? Avait-il réellement cherché à protéger Mary ou simplement à dissimuler l'enfant? Suzanne refusa de se prononcer, arguant qu'elle ne disposait pas de toutes les réponses non plus, et que remuer ce passé lui semblait insupportable. Mary n'insista pas davantage, réalisant que poursuivre cette quête risquait de l'entraîner encore plus loin dans un univers de mensonges et de violence. Au fil du temps, les protagonistes de cette histoire prirent des chemins différents. La victime, Suzanne, vendit sa maison, quitta Greenvale et repartit s'installer plus au sud, espérant se reconstruire loin du regard accusateur de la population et aspirant à la paix. Mary, quant à elle, fit un long séjour en compagnie de ses parents adoptifs. Elle reçut l'aide d'une psychologue pour surmonter le traumatisme non seulement de l'agression dont elle avait été accusée à tort, mais aussi la remise en cause de toute son histoire personnelle. Les liens avec ses parents adoptifs se consolidèrent, tous réalisant à quel point le mensonge originel avait pu peser sur chacun. Ensemble,
ils parvinrent à une nouvelle forme de communication, honnête et libérée. Petit à petit, Mary reprit ses études inachevées, se fixa de nouveaux objectifs et chercha à envisager l'avenir avec plus de sérénité. Bien qu'elle ne prévoyait pas de renouer tout de suite avec sa mère biologique, elle garda le numéro de téléphone de cette dernière, au cas où un jour elle souhaiterait reprendre contact et essayer peut-être de pardonner ce qui pouvait l'être. Au final, cette affaire laissa un souvenir amer dans l'esprit des habitants de Greenvale. Beaucoup préférèrent l'oublier, se repliant sur la tranquillité coutumière. D'autres, plus curieux, continuèrent à se demander si, un jour, le père de Mary referait surface, et si le vrai scandale autour de la naissance de la jeune femme serait publiquement éclairci. Il planait dans l'air un sentiment d'inachevé, comme si quelque chose d'important manquait encore, comme si la vérité n'avait été révélée qu'à moitié. Toutefois, pour le système judiciaire, le dossier était bouclé, car l'agresseur avait été condamné pour son crime. La communauté, peu habituée à faire face à un tel drame, souffla un peu, puis chacun retourna à ses occupations. Seule subsistait la légende d'une jeune femme qui, voulant simplement connaître la vérité sur ses origines, s'était retrouvée prise dans un engrenage bien plus dangereux qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Pour ma part, je ne peux m'empêcher de penser que, derrière chaque affaire criminelle, se cachent des histoires humaines extrêmement complexes, où les torts, la culpabilité et la peur s'entrelacent. Je suis profondément touchée par le parcours de Mary, cette jeune femme qui, sans l'avoir voulu, a déclenché une cascade d'événements tragiques, et je suis solidaire de Suzanne, qui a payé le prix fort de ses anciennes compromissions et du lourd secret qu'elle n'a jamais pu révéler. J'espère que leur situation s'améliorera, et je souhaite sincèrement que Mary trouve la force de se pardonner d'avoir nourri une rancœur qui, bien qu'excusable, l'a précipitée dans une spirale qu'elle ne maîtrisait pas. Je tiens à vous remercier de tout cœur d'avoir suivi cette affaire jusqu'au bout. Je sais que ce récit est chargé d'émotions et de zones d'ombre, et je vous suis reconnaissante de votre attention. Je vous propose de rester sur la chaîne pour découvrir d'autres histoires toutes aussi fascinantes. Si vous cherchez des récits captivants sur la résilience, la force des liens familiaux ou encore des enquêtes judiciaires retentissantes, vous êtes au bon endroit. Je suis convaincue que ces dossiers vous tiendront en haleine et vous donneront matière à réflexion. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau récit. Prenez soin de vous et n'oubliez pas que la vérité, tout comme la justice, finit toujours par éclater, même quand tout semble perdu.